Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Mohamed Kamara. Actuellement, je suis à Akili en tant que software architecte et Scrum Master. Bon, Scrum Master par intérim, plus software architecte. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Docker. On va un peu balayer sans pour autant entrer en profondeur dans Docker. Et histoire de savoir c'est quoi Docker, comment est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'il nous permet de faire, Inch'Allah. Donc, ok, c'est quoi Docker? C'est un logiciel qui nous permet de lancer nos applications dans des boîtes isolées qu'on va appeler des containers. Donc, ça, c'est à peu près une définition simple. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? De lancer notre application. Vous voyez? Lancer une application n'est pas toujours quelque chose de très simple. Donc, on va essayer de voir comment Docker nous permet de simplifier le fait de lancer une application. Parce qu'on sait que quand on lance une application, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. On doit installer des paquets, on doit configurer des fichiers et on va assurer une certaine cohérence entre le système d'exploitation qu'on utilise et la configuration qu'on est en train de faire. Donc, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte pour installer. Donc, la philosophie de Docker, je dirais plutôt que c'est build and run any app anywhere. Donc, tu construis ton application et avec Docker, ça va te permettre de tourner ton application partout, que la personne soit sur Windows, sur Linux, etc. Ce qui va nous éviter le fait de dire ah, mais moi j'ai installé ceci et ça ne marche pas. Tu vois, je suis sur Windows, toi tu es sur Linux, bon, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, ces genres de soucis, Docker va nous les éliminer de facto. Donc, comme je dis tout à l'heure, pour lancer une application, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'installer des choses, de les configurer et de faire une certaine maintenance qui est assez complexe. Donc, selon qu'on soit en mode dev ou bien en mode test ou bien même en production, cette chose-là, on devra le faire. Que ce soit moi en tant que dev sur ma machine, je dois installer, configurer pour faire tourner l'application. Quand on va aller sur la machine de test, on va refaire la même chose. Quand on va aller sur la machine de prod, on va encore refaire la même chose. Donc, c'est 3 fois le même boulot. Vous voyez? Avec Docker, on va essayer de simplifier et essayer de faire toute cette configuration-là, tout ce qui est exécution, installation, etc., de le faire qu'une seule fois. Maintenant, une fois qu'on l'a fait, à chaque fois, on va lancer Docker, que ce soit sur la machine du développeur, que ce soit en mode sur le serveur de test, ou bien en production. À chaque fois, c'est une image de code qu'on va lancer. Et quand on va lancer cette image-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir notre application qui est en train de tourner. Donc, Docker va beaucoup nous simplifier et nous permettre de gagner beaucoup plus de temps pour donner vie à une application. Alors, quand on va parler de lancer une application, on va se dire, OK, mais les VM, ils existent. Pourquoi ne pas utiliser les VM? Alors, c'est vrai, les VM, ils existent, mais un petit souci qu'on a avec les VM, c'est que quand on doit partager l'application qu'on a embarquée dans un VM, quand on doit le partager, on va le partager avec le système d'exploitation qui est dans le VM. Hein? 2, avec tous les fichiers de configuration, de cache, les logs, etc., qui sont à l'intérieur du VM. On va le prendre, on va les prendre et on va le partager, on va l'envoyer à quelqu'un. Donc, ce sera peut-être 4 gigas, 10 gigas, etc. C'est énormément
de fichiers qu'on va partager pour que la personne le récupère et puisse lancer l'application. Donc, déjà, le partage de ce point de vue pose problème. Mais quand on va comparer une VM et un conteneur de Docker, bon, quand je parle de conteneur de Docker, mais disons une instance d'une application qui est lancée avec Docker, ils ont à peu près le même rôle, c'est-à-dire isoler notre application, de sorte que qu'on n'ait pas de problème de dépendance. Par exemple, quand tu installes ton application et que dans la machine sur laquelle tu l'installes, il y avait déjà Java qui est installé. Donc, toi, tu viens, tu installes ton application, mais tu te dis, oups, la version de Java dont j'ai besoin, je ne l'ai pas sur cette machine. Donc, il faut que tu installes une autre version, soit une version antérieure, etc. Et ça peut amener des conflits. Donc, l'idée, c'est d'isoler les applications. Donc, l'isolement, tu peux le faire avec des VM, comme tu peux le faire avec des containers. Maintenant, avec les VM, qu'est-ce qu'on a? Tu as le serveur en tant que tel, tu as le système d'exploitation du serveur host, c'est-à-dire la machine physique, et tu as l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est celui qui va te permettre de faire de la virtualisation, de pouvoir avoir d'autres systèmes d'exploitation à l'intérieur de ton système d'exploitation host. Après, ce qu'on va faire, c'est installer pour chaque VM un système d'exploitation. Cool. Avant d'avoir les fichiers bins et libs dont on a besoin, puis notre application. Donc, tout ceci sera embarqué à chaque fois qu'on a besoin de partager ça avec quelqu'un, que ce soit qu'on le met dans la machine test ou dev. Maintenant, si on a notre application A qui est dupliquée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que les libs et les bins, ils seront dupliqués aussi. Cool. Donc, même si on partage, on va encore déplacer tous ces fichiers-là. Comparé à Docker, qu'est-ce qu'on a quand on utilise Docker? Déjà, les bins et les libs qui appartiennent à une application, ils sont communs à chaque instance de l'application. Ici, on voit qu'à chaque instance de l'application, on a ces bins et ces libs, les binaries et les trucs. Alors que ici, ils sont partagés. Donc, c'est deux instances qui vont utiliser les mêmes fichiers. Cool. Et ils sont directement rattachés au système host. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette partie-là qui est guest host, il va sauter. Donc, on n'aura pas besoin d'installer le système d'exploitation host comme dans un VM pour pouvoir lancer notre application. À la place de ce système qu'on installe dans le VM, on aura le engine de Docker qui va nous permettre de pouvoir lancer deux instances de cette application et de construire ce qu'on appelle des containers. Alors, on va voir comment créer un container. Comme on a fait la comparaison avec des VM, pour lancer un VM, on a besoin d'une image du système d'exploitation. Alors, de la même manière ici, pour lancer un container, on aura besoin d'une image. Et là, on va appeler cette image-là une image Docker. Donc, ouais, cette image est créée à partir d'un fichier qui s'appelle Dockerfile. Même si le nom après, il peut changer. Mais d'habitude, c'est Dockerfile le nom, par défaut. Alors, on a parlé d'une image de Docker. Donc, c'est quoi une image de Docker? C'est un fichier qui va s'appeler Dockerfile, à l'intérieur duquel on aura plusieurs couches. Donc, on verra c'est quoi une couche dans une image de Docker qui va nous permettre d'embarquer notre application et de pouvoir l'exécuter. Donc, si on devrait encore le comparer, on dirait peut-être que c'est
le snapshot d'une VM. Donc, à chaque fois, ou quand tu as le snapshot d'une VM, à chaque fois que tu as besoin de le recréer, tu vas juste prendre le snapshot et tu dis, je crée une autre machine à partir de ce snapshot. Ou bien quand on installe un système via un CD ou bien une clé USB, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un disque ISO ou DMG dans lequel on a l'image du système d'exploitation. Donc, on l'utilise pour pouvoir lancer l'application qui est ici, le système d'exploitation. Donc, de la même manière qu'on utilise le CD d'installation de Ubuntu, Linux, Windows, etc. pour pouvoir installer notre machine, on va utiliser l'image de Docker pour pouvoir lancer notre application. Cool. Donc, une fois qu'on lance l'image de Docker, on va avoir ce qu'on appelle des containers. Le container, c'est juste une instance qui est en cours d'exécution d'une image contenant notre application. Donc, on a notre application, on l'embarque dans une image, on dit, OK, on a besoin de faire tourner telle application. Maintenant, il faut le faire tourner. Donc, quand on lance l'image, quand on l'exécute, on a ce qu'on appelle un container. Oui? Maintenant, on va avoir plusieurs containers d'une même image. Comme on peut installer à partir d'une même image ISO CentOS plusieurs machines. J'ai l'image sur ma clé USB. Je viens, je l'installe sur la machine X, sur la machine Y, sur la machine de Z. Donc, on peut lancer plusieurs instances de containers dans une même image. Donc, je reviens sur l'objectif du container. C'est à peu près la même que la machine virtuelle. Ça veut dire faire tourner plusieurs instances d'applications différentes dans une même machine physique en évitant des conflits de dépendance. Donc, ça nous permet d'isoler en quelque sorte nos applications de sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Alors, je précise encore qu'un container n'est pas une machine virtuelle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas le système d'exploitation qui est embarqué dans le container. Il va réutiliser ce qu'offre le système d'exploitation host à travers le moteur de Docker. Good. Alors, tout à l'heure, en définissant une image Docker, on a parlé de couches. On a dit que c'est un fichier dans lequel on trouve des couches. Alors, ces couches-là, ce sont juste des instructions qui nous permettent de dire, OK, on a besoin d'installer telle chose, on a besoin de copier telle chose, on a besoin d'exécuter telle ou telle pour pouvoir avoir notre application qui est en train de tourner. Cool. C'est comme pour l'ops qui est sur son serveur et qui dit, OK, je fais apt get install vim, git, curl. Déjà, ce sont les premiers trucs dont je vais avoir besoin sur mon serveur. Donc, j'installe. Après, je fais quoi? J'installe peut-être Apache et PHP, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces commandes-là que l'ops va exécuter pour pouvoir configurer et lancer son serveur. C'est à peu près les mêmes instructions qu'on va avoir et qui vont nous permettre de pouvoir lancer l'application facilement sans pour autant refaire tout ceci. Mohamed, on a une question ici. Yes. On prend les questions ou bien on te laisse finir? Oui, on prend. J'essaie de voir où est-ce que je peux voir le... OK, en fait, je peux te donner la question. Hein? OK. OK, il dit, il y a quelqu'un qui demande, quand tu dis qu'il n'y a pas de système d'exploitation embarqué dans le conteneur, il dit qu'il ne comprend pas en fait. OK, quand je dis qu'il n'y a pas de système d'exploitation embarqué dans le conteneur. Oui, c'est ça. OK, en fait, c'est en le comparant à la machine virtuelle. C'est quand tu as
quand tu prends le truc là, comment ça s'appelle encore? VirtualBox. Tu as installé VirtualBox sur ta machine et tu as besoin de faire tourner une application. Donc, ce que tu vas faire avec VirtualBox, tu vas créer une machine virtuelle. Et tu vas lui dire, ah, cette machine virtuelle-là, je veux y installer telle application. Je vais y installer telle application, mais voilà, je démarre déjà avec Ubuntu 16, par exemple. Tu lui donnes l'ISO de Ubuntu 16 et tu installes Ubuntu 16. Après, à l'intérieur de la machine que tu viens d'installer et lancer avec Ubuntu 16, tu vas installer ton application. Cool. Donc, tout ce process-là, avec un conteneur, la partie où tu installes le système d'exploitation Ubuntu que tu as mis dans la machine virtuelle, tu ne l'as pas. Cool. C'est juste que Docker, quand il va venir, il ne va pas t'imposer à installer un système d'exploitation. Il y a déjà le container, le moteur de Docker qui va se charger de créer les containers. Donc, ces containers-là, ils sont créés sur la base de ce qu'on appelle les LXC, les Linux Container. Donc, c'était pour ne pas entrer dans les détails que je n'ai pas voulu mentionner tout ce qui est LXC, etc. Mais quand je dis qu'ils ne sont pas embarqués, ça veut dire que quand on lance un container, quand on crée une image de Docker, on n'a pas besoin d'aller prendre un ISO de CentOS ou bien de Ubuntu ou bien de Debian, etc. pour pouvoir faire tourner. On part juste d'une image qu'on va appeler une image de base et donner les instructions pour pouvoir installer notre application. Je ne sais pas si c'est clair. Attaquez. Donc, quoi qu'il en soit. Non, il n'y a pas. OK. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de host comme on l'a, de système d'exploitation comme on l'a dans le container. Vous voyez? Même si, pour enchaîner avec la question de Omar Fall, quand tu es sur Windows, toujours ici, c'est le moteur de Docker qui gère ça. C'est lui qui va. Je me base sur le kernel de Linux pour pouvoir créer des environnements assez isolés. J'ai oublié ce qui est utilisé, je ne sais plus, c'est les mots de C ou je ne sais plus quoi, pour pouvoir créer des instances à partir du kernel, des environnements isolés. Et dans cet environnement isolé-là, on va faire tourner notre application qui est en container. Donc, cette partie-là, même si tu es sur Windows ou bien sur Mac, c'est le moteur de Docker qui va se charger de faire tout le reste. Comme ici, pour la virtualisation, tu as Hypervisor qui va te permettre de faire de la virtualisation et d'avoir d'autres systèmes d'exploitation. Cool. Comme ici, on a toujours la machine, on a seulement la machine host qui va nous servir de base. Donc, allô, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors, en fait, moi, mon point, c'est quoi? C'est, quel que soit ce qu'on dit, en fait, ce n'est pas un système d'exploitation comme un Windows ou bien comme un Ubuntu, je ne sais pas quoi. Mais en fait, quand on construit une image Docker, on la construit à partir de quelque chose. Quelle que soit, on va dire, l'image de base qu'on utilise, même si c'est une image Scratch, derrière, c'est un OS que tu as. C'est juste que tu n'as pas toutes les fonctionnalités qui, dans le contexte, par exemple, du déploiement d'une certaine application, n'ont pas vraiment d'intérêt pour toi. Mais derrière, il y a un petit OS au moins qui tourne. En fait, c'est ça mon point. Donc,
quand un conteneur il tourne, par exemple, si tu veux installer une application Node.js et que tu utilises une image Docker, l'image Node de Docker que tu utilises, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un OS qui est derrière. Il y a un OS dans lequel on installe Node, etc., etc. Donc, quand tu vas démarrer, tu vas faire tourner un conteneur sur la base de cette image-là. Bah, derrière, il y a un OS. C'est juste, en effet, il n'y a pas toutes les couches dont on n'a pas besoin, vraiment, parce que dans ce contexte-là, on n'a pas vraiment besoin de toutes ces couches-là. Dans ce conteneur, je ne sais pas si la nuance est... Je me suis bien exprimé. Alors, désolé. Oui, en fait, par rapport à ce que tu dis, je t'avais dit tout à l'heure, c'est comme les élixirs, en fait. Tu vois? Les élixirs, ils te permettent de faire la virtualisation. Donc, oui, il y a le système de base qui est le Scratch, mais en dessous du Scratch, je ne pourrais pas te dire comment est-ce que ça fonctionne de A à Z. Mais ouais, peut-être tu utilises moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est grâce au moteur de Docker qu'on parvient à créer le container, comme on le fait avec du LXC qui permet d'isoler et d'avoir un certain comportement comme si on était dans le système d'exploitation. Mais bon. Ou bien ce que je dis. Allô? Allô? C'est bon, on peut continuer. C'est bon, on peut continuer. Hein? On peut continuer. Après, Une attaque de DDoS a pris. Comment Docker? Ok. Bon, par rapport à ce que Siliman dit, on peut continuer, Mohamed. On peut continuer, ok. Donc, ici, on a un exemple d'un Dockerfile. Et dans cet exemple-là, on a ce qu'on a appelé tout à l'heure les couches. Ici, on part d'une image de base qui est l'image Node. Et à partir de cette image-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un git clone pour prendre une application qui a été déjà faite, que j'ai trouvé sur Internet là, pour le lancer. Après, une fois qu'on a fait notre git clone, on va dire que, OK, le dossier qui a été créé après le git clone, on l'utilise pour truquer. Après, on l'utilise comme répertoire courant. Donc, après, on fait un npm install et on dit, on expose le port 3000. C'est-à-dire que l'application va tourner sur le port 3000 et on lance notre application. Donc, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les couches, les layers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, souvent sur Internet, quand on fait un build, certains, quand on va faire un build de cette image-là, certains vont l'appeler build step. C'est-à-dire, à chaque étape, ils vont représenter les étapes de la construction de notre image. Alors, quelques commandes dont on va avoir besoin. Donc, j'ai sauté l'étape où on parle de comment installer Docker, etc. Bon, parce que ça, c'est
On peut le retrouver facilement dans la doc de Docker, savoir comment installer sur Windows, sur Linux, sur Mac, etc. Donc, Docker vient avec un ensemble de commandes. Donc, on va voir certains d'entre eux ici. Par exemple, il y a le Docker build, il y a le Docker run, stop et rm. Donc, build, il va nous permettre de créer notre image à partir du fichier. Une fois que l'image est créée, ce qu'on va faire, on va lancer notre image pour avoir une instance de l'application qu'on a. Donc, stop, c'est pour arrêter un conteneur. RM, c'est pour supprimer un conteneur. Donc, l'exemple, il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est donc, ici, on va faire un Dockerfile. Donc, je vais prendre le truc qu'on avait ici, je le colle. Alors, là, on a notre image qui est ici. Donc, puisqu'on a notre image, on avait dit tout à l'heure, build va nous permettre de construire l'image, c'est-à-dire de créer l'image. Après, on fait un coup de run. Donc, on va avoir les commandes ici. Donc, dans notre cas, on va faire un coup de Docker build. Maintenant, quand on fait un build, on peut dire juste on fait un build, on donne le répertoire courant. Maintenant, si le fichier Docker était dans un dossier, donc dans ce cas-là, on fait slash, on donne notre dossier docs, et on donne le Dockerfile. Mais puisqu'ici, il est dans la race, on peut faire juste un point. Maintenant, j'aurais pu lister dans les commandes ici Docker tag. Docker tag permet de donner un nom à une image qu'on a créée. Donc, mais je préfère le sauter pour que ici on puisse faire -t démo note. Donc, le -t veut dire j'applique un tag là-dessus. Je fais tag comme ça. J'applique le tag aussi ici et le nom que je vais donner c'est démo note. Donc, j'enregistre, il fait un build. Alors, là, vous allez voir, comme je vous ai parlé tout à l'heure, là, de build step. Donc, chaque... Il faut que je fasse un exit. Vous allez voir, chaque couche ici représente en fait un build step. Donc, le build step 1, ici, c'est from node. Celui qui suit, c'est run, git clone, etc., jusqu'à commande pour lancer notre application. Maintenant, vous allez voir using cache. Le using cache là, c'est parce que j'avais déjà exécuté la commande. Donc, il me dit, ça est là. Donc, je le mets en cache. Donc, on verra que souvent, quand on vient d'installer, ce qu'il va faire, il va créer, quand on vient d'installer, même quand on vient de construire pour la première fois, il crée des containers intermédiaires qu'il va supprimer après. Peut-être dans l'exemple qu'on va faire après, on le verra. Donc, on a construit notre image. Ce qu'on va faire, c'est faire un coup de Docker run. Et quand on fait un Docker run, on sait que quand on fait npm run start dev,
l'exemple qu'on a va tourner sur le port 3000. Il va tourner sur le port 3000 dans le container. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, les containers, ils sont isolés. Vous voyez? Puisqu'ils sont isolés, on ne peut pas y accéder directement de l'extérieur. Cool. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, notre application tourne sur le port 3000, mais à l'intérieur du container. Mais il nous faudra, pour la machine sur laquelle, à travers laquelle on y accède, qu'on puisse entrer par un port. Donc, on a l'option -, publish qu'on résume à -p pour lui dire, dans notre machine, on va utiliser le port 8000 par exemple. Et ce port 8000 dans notre machine, là c'est dans notre machine, il va aller prendre le port 3000 qui a été exposé dans notre container. Donc ici, on dit juste le port 8000. Quand on essaie de l'ouvrir, on va accéder directement à l'application qui tourne sur le port 3000 dans notre container. Donc, j'ai utilisé 8000 parce qu'ici, j'ai mis 3000. C'est pour ne pas que les gens pensent que c'est quand tu as 3000 ici, tu dois forcément avoir 3000 de l'autre côté. Donc, ici, ça peut être, tu peux mettre 3000 autant. Le port que tu veux et qui est utilisable, il faut le mettre. Ce sera le port d'entrée sur la machine host. Donc, je fais comme ça. Comment est-ce que j'avais appelé l'application? DemoNode. Après, je donne le nom de l'image à lancer. Donc, je le lance. Il me dit, OK, ça a été lancé. Maintenant, je reste à l'écoute. Donc, on va ici faire localhost. Non, c'est pas le bon. OK. Parce que j'avais déjà une application qui tournait sur le port 8000. Donc, il ne m'a pas insulté, mais il a dit à ouvrir notre application qui est un to-do app. Donc là, quand on lance sur 8008, donc je vous l'ai dit, sur ma machine, quand je fais 8008, c'est parce que je veux accéder au port 3000 du container qui est en train de tourner. Donc là, on a notre application qui est ici. Cool. Donc, de la même manière qu'on l'a exécuté ici, si on était sur une autre machine, même s'il n'y a pas Node dedans et qu'on a déjà un Docker, on peut faire tourner l'application facilement. Donc, on fait un build et on fait un run pour faire tourner l'application. Je reviens. OK. Maintenant, pour l'arrêter, donc ici, je peux faire, si je fais un CTRL-C ici, il va arrêter de facto l'application. Mais on va faire un pull de Docker, PS. Et là, on voit qu'on a deux images qui sont en train deux containers qui sont en train de tourner. Un de MySQL et un qu'on a créé tout à l'heure, DemoNode. Donc, pour arrêter notre container, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un coup de Docker, stop, et on dit, on l'arrête. Donc, aussitôt, vous voyez ici qu'il a arrêté l'exécution du container. Cool. Donc,
Ici, si on fait un start, et qu'on revient, on voit que l'application tourne toujours. Donc, on va l'arrêter encore. On arrête le container. Et cette fois-ci, on peut déjà tester encore. Si pour voir bel et bien que c'est bel et bien arrêté. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le supprimer carrément. Donc on fait un Docker RM. Donc ça, c'était pour lancer un container Docker. Maintenant, on a les volumes. À quoi servent les volumes? Les volumes servent en somme à persister, garder les données. Donc, on verra qu'on a deux types de volumes. Le premier qui fait référence à un dossier ou bien à un fichier qui est dans la machine host et qu'on va voir dans notre container. Et un autre qu'on crée un autre type de volume qu'on va créer à partir de Docker et qui va servir de partage de données pour les conteneurs qui sont censés communiquer avec eux, ou bien, par exemple, pour stocker des logs spécifiques. Donc, il y a ces deux catégories de volumes. Donc, on va essayer de voir pourquoi les volumes ils sont importants. Donc, là, ici, je fais... Okay. Juste ça. Ici. Donc là, « 2.4 ». Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est à partir d'une image de Apache. L'image de Apache s'appelle HTTPD. Donc, le truc là, c'est pas créé. Pour pouvoir voir les images, il y a ce qu'on appelle le Docker Hub. Dans le Docker Hub, vous avez l'ensemble des images qui existent déjà. Donc, si vous avez besoin de partir d'une image, vous pouvez venir ici. Par exemple, moi, si j'ai besoin de Apache, donc je fais un coup de Apache, comme ça, je rentre. Et vous voyez que le nom, c'est HTTPD. Donc, ce n'est pas créé, c'est juste un truc qui existait déjà. Donc là, ce que je fais, je dis, j'ai le contenu dans le dossier qui va s'appeler site ou bien web. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans USR local Apache 2 htdocs. Donc c'est ici qu'on va avoir le Apache va aller chercher par défaut le fichier HTML à chercher. Donc là, j'enregistre et à l'intérieur, je crée le fichier qui va s'appeler, le dossier qui va s'appeler web. Donc à l'intérieur de web, je vais créer index.html. Okay. Donc là, dans le HTML, je fais juste un coup de Vim, un coup de bonjour.
DRB. Donc là, ce que je vais faire un build, Docker build. Je donne un nom, je l'appelle Apache démo. Et je dis, c'est à part de ce dossier. Ah. Ok. Je dis Apache démo comme ça. Pas de tout en minuscule. OK. Donc là, il vient de builder notre image. Donc ce qu'on va faire, on va faire un coup de Docker run. Maintenant, ici pour le port, si on regarde dans la doc ici, l'Apache il tourne sur le port 80. Donc, dans le container. On est toujours dans le container. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est de dire le port 9000. On donne le port 9000 sur notre machine et le port 80 dans le container. Et après, on donne le nom de notre image. Et Apache démo. Donc, ici, on vient localhost 9000. Donc, on a notre bonjour DRB. Cool. Mohamed, il ne te reste pas beaucoup de temps, hein? 10 minutes à peu près. Oui, oui. Je l'accélère. Donc, je vais ouvrir Sublime là pour ceux qui veulent. Donc, alors, je vais faire encore de Vim. Index 1. OK. Donc là, si je fais DRB 2020, et que j'enregistre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir en fait que il n'y a pas d'effet en fait sur la modification. Donc j'essaie de modifier, mais il refuse encore. Pour prendre la modification, qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir encore builder l'application et le relancer pour pouvoir venir voir DRB 2020. Et ça, c'est vraiment casse-tête. D'où l'intérêt d'avoir des volumes. Maintenant, le volume qu'on va avoir, qu'on va utiliser dans cette partie-là, c'est pour dire, on fait référence à une machine, à un dossier spécifique dans la machine host, dans la machine physique qui héberge le Docker, et le container. Donc ici, dans notre cas, on va dire, alors, une précision, quand on monte en volume, si le volume qu'on monte, si le volume qu'on monte fait référence à un dossier dans le host, le chemin qu'on doit donner doit être un chemin absolu. Donc ici, pour monter un dossier, on fait un volume, on fait -v. Maintenant, puisque ça doit être un dossier absolu, le fichier, comment je dis pas un fichier absolu, l'URL là, ça doit être absolu. Donc je fais pwd, je fais slash, je fais web, pour dire que c'est dans le dossier web. Et ceci va correspondre à notre dossier qu'on a ici, qui est là où on a copié les données. Donc, vous voyez, c'est comme on a avec les ports, pour dire tel port fait référence à tel port dans le container. Donc là, on va dire tel dossier sur notre machine fait référence à tel dossier dans le container. Et quand on va lancer ceci,
j'essaie d'amener l'index ici. Okay. Donc là, on lance. Après, ici, on vient dans le texte, on dit OK. On change le bonjour par le welcome. Donc, vous allez voir qu'automatiquement, il va prendre en compte la modification. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On fait référence directement à un fichier qui est dans notre machine host. Ça, c'est un volume qui fait référence à un dossier dans notre machine host. Si on avait besoin d'un volume dans lequel on va copier tous nos logs, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ouais, c'est ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire un docker run. On va tirer v. On donne le nom du volume. Donc, on donne le nom du volume. Supposons, on dit lox vol. Et après, on va dire, il va faire référence à var log Apache. Il va faire référence ici. Mais -veloc, s'il ne le voit pas, il va le créer automatiquement. Mais on peut créer des volumes comme on veut avec docker volume. Ici, avec docker volume. Quand on a docker volume, on a docker volume create. Donc, docker volume create. Je fais help. Vous allez voir qu'il nous permet de créer un volume. Maintenant, ce volume-là, on a des options et l'une des options, c'est de choisir le driver. Le driver par défaut, c'est par défaut local. Donc là, si je fais create, je dis lox. On vient de créer. Non, Mohamed. Yes. Est-ce que tu peux aller vite d'ici 5 minutes, comme ça on prend quelques questions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les autres présentations. OK. Bon, on peut prendre quelques questions, parce qu'après, ce qui m'est resté, c'est juste parler brièvement de Docker Compose. Mais oui, je peux prendre les questions après. Oui, Hassan, vas-y. Bonjour tout le monde. Je m'excuse de m'incruster. Momo a fait une très bonne présentation. Le sujet Docker est super large, très riche. Mais il y a deux questions qui ont été posées à la mi-temps auxquelles on n'a pas vraiment répondu. La première, c'était est-ce que Docker, c'est uniquement Linux? La réponse est oui/non. Docker cherchait juste à faciliter l'utilisation des Linux containers et souvent appelés juste LXC. Et les LXC avaient pour objectif de faciliter l'isolation des process/applications et le contrôle des ressources. Et en utilisant des primitives qui existent déjà dans le kernel Linux. L'isolation se fait, on va dire, par abus de langage, on va dire, en utilisant les namespaces. Donc, avec les namespaces, on peut isoler facilement des applications, lancer plusieurs fois la même application sur le même port, avec beaucoup de primitives uniquement Linux pour la séparation de toutes les couches. Et pour éviter qu'un container ou qu'une application ou qu'un process dépasse ses limites et consomme plus de ressources qu'il faut, il y a ce qu'on appelle les control groups. Donc, ça permet au kernel d'appliquer des restrictions, qu'elles soient matérielles ou logicielles ou bande passante, à chaque application qui tourne et à chaque process. Donc, ça nous permet de répondre à la question de Siriman qui demandait comment on pouvait sécuriser Docker, parce que si on dit qu'il partage directement le kernel ou le système du host,
quelqu'un de malveillant pouvait faire un certain type d'attaque. Il y a une checklist à faire pour éviter de tomber dans ce piège. Et la plus simple, c'est de créer un utilisateur dans vos containers, dans vos Dockerfiles, faire un user add, créer un utilisateur qui n'existe pas dans le host qui héberge votre Docker, ce qui veut dire que l'utilisateur qui est dans le Docker n'a aucun impact en dehors du container. Mais il y a aussi une très longue liste. Donc, je sais que dans les prochains meet-ups, il y a des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Je vais citer des noms, Ndongo, Baba et peut-être même Momo. On peut avoir une session dédiée à Docker pour aller beaucoup plus loin, parce que c'est un sujet qui est super vaste. Donc, je cède la parole. Merci pour les éclaircissements. Good. Il n'y a pas d'autres questions? Normalement, non. OK. Donc, Mohamed, si tu as des choses à rajouter. Comme ça, on va terminer par ça. Bon, ouais, c'était juste pour parler de Docker Compose. Mais comme Hassan il a dit, Docker, c'est vraiment quelque chose de très large. Donc, après ceci, il va venir le Compose, le Docker Compose, qui va nous permettre de rassembler plusieurs, disons, applications ou bien instances et de les faire communiquer entre eux, de tourner, soit d'avoir, par exemple, avoir notre base de données dans un container, notre application dans un autre, si on a besoin de la mettre dans un autre container aussi, et de les rassembler pour pouvoir faire tourner notre système. Donc, comme on a dit, c'est vraiment très large. Il y a la partie du networking aussi. Mais pour le moment, on peut s'arrêter à cela, avoir quelque chose déjà le début pour comprendre le cas. Vous m'entendez? OK, Mohamed. Oui, donc, en fait, je voulais juste savoir comment tu vois l'utilisation de Docker et de LXC ou LXD, peu importe. De Docker et de LXC. Oui, les deux combinés. Je n'ai pas compris vraiment le sens de la question. Ça peut-être. Enfin, parce que c'est Docker, comme on a dit, enfin, les deux, c'est de la virtualisation, mais l'un, c'est côté process et l'autre, c'est beaucoup plus large côté OS. Et, enfin, dans certains profils de projet, on peut découper la machine en VM ou VM avec LXC et dans les LXC, mettre des Docker sur des applications. Parce que Docker, comme c'est applicatif en fait, et l'autre c'est plus large. Je ne sais pas si... Mais bon, pour répondre à cette question, je propose de faire tout ce que je peux pour que dans le prochain meet-up, qu'il y ait Abdelkader Allam, qui est l'un des committeurs au LXC, pour nous en parler. Parce que ta question, elle est Abdelkader Allam. Ah oui, ok, Abdelkader, ouais. Donc, on va faire ce qu'il faut pour qu'il nous parle de LXC la prochaine fois, parce que c'est un sujet encore plus vaste que... Oui, c'est ça, il nous faudrait des sujets profonds aussi. Ouais. Ok, merci les gars. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. Donc, Monsieur Sankaré, êtes-vous prêt?